avec Corbeyran. Nous avons du roman noir avec Vanessa Barraud et Noël Balin. Et nous avons du roman noir encore avec Martin Walker, qui est donc un périgourdin d'adoption. Je vais passer le micro. Merci. Qui a écrit, donc c'est le deuxième volume, hein, Noël, Martin. Ça, c'est le troisième. C'est le troisième. Hein. Troisième dans la série, oui. Très bien. Alors donc la série, c'est un gendarme de. Ah non, pas un gendarme, c'est un petit policier municipal. Policier municipal, pardon. La vallée de la Vézère, et de temps en temps, il y a des ennuis avec les gendarmes. Hein, parce oui, que c'est ça vrai. se passe. Mais oui, c'est le troisième dans la série, mais il y a maintenant, il y a six qui sont publiés en anglais et en allemand et dans d'autres langues. Mais c'est le troisième en français qui vient d'être publié. Très bien. Alors là, on est dans... Il y a une problématique, disons, gastronomique. On parle de chasse aussi. On parle aussi d'événements historiques qui touchent précisément donc à l'histoire de France. Oui. Il y a un côté barbouze, vous connaissez le terme. Voilà. Voilà. Donc comment vous définiriez ce personnage qui est au milieu de, disons, de toutes ces histoires? Comment vous le verriez psychologiquement? À quoi il ressemble? Bon, j'ai passé 25 ans que j'étais journaliste pour le Guardian de Londres. Et donc, comme journaliste, j'écris ce que je connais, ce que je sais. Et dans le Périgord, j'avais trouvé parce que ça fait 16 ans que je m'installe là. J'ai des voisins, j'entends des choses. J'ai un bon copain qui est mon partenaire de tennis, qui s'appelle Pierrot. C'est notre policier municipal. Et donc, c'est lui qui m'a inspiré de créer le caractère de Bruno. Et puis, j'ai un bon voisin qui s'appelle Raymond, un vieux gendarme qui était aussi dans le garde-corps de Chirac. Il a travaillé un peu pour le SDC et j'ai entendu des histoires de lui. Puis, j'ai des autres voisins qui étaient dans l'armée pendant la guerre en Algérie. Un autre qui était dans l'armée en Indochine. Et donc, je mélange les histoires que j'ai entendues. J'ai fait des recherches dans le centre Jean Moulin à Bordeaux pour la résistance. Et j'aime bien mélanger la cuisine, l'histoire de la France, les traditions, les cultures du Périgord. Et de temps en temps, parce qu'il s'agit d'un polar, des morts, malheureusement. Mais c'est un vrai Périgordin. Il fait la chasse, il joue au rugby. Il cuisine à merveille, il a jolies femmes et il y a des morts. Martine, vous avez été journaliste sportif? Oui. Parce que vous décrivez très bien les parties de rugby. Ah oui, moi aussi, je l'ai joué. Voilà, vous voyez le nez. Et, non, je suis très content ici en Périgord parce qu'ici, c'est le rugby, c'est la religion. Et c'était pas... Moi, d'abord, j'étais numéro 9. Et puis, j'avais joué wing forward. Oui. Et nous, en Écosse, c'est pareil. Le rugby, c'est aussi la religion. Malheureusement, l'équipe, maintenant, c'est pas fameux, mais on attend, on espoir. Bon, je ne sais pas les religions à la qualité des prêtres. Donc oui, alors on est au fond des problématiques périgordines, disons, pour employer un terme un peu barbare, problématique. Et aussi, on se retrouve sur les marchés où il y a des cuisiniers vietnamiens qui sont agressés. Alors, Voilà. On sent une certaine tension à plusieurs niveaux, et tout ça, ça se rajoute dans le roman qui est très maîtrisé au niveau du récit. Et on part donc, voilà, c'est vietnamien. Donc, on a une histoire de guerre des gangs asiatiques dans le Périgord. Comment vous avez... Ça a commencé parce que nous avons dans les marchés, dans le Périgord noir, nous avons pas mal de Vietnamiens qui font des nems, des autres plats. Et puis, de plus en plus, on a des Chinois. Et il y a des bagarres entre eux. Surtout, je me rappelle, j'ai lu Paris Match, une enquête sur les bagarres entre les Corses, les Chinois, les Vietnamiens à Marseille et Toulon. Et donc, ça s'est entré dans l'histoire. Et alors, toute l'histoire, tout le roman, le thème, c'est la truffe. Parce que alors, dans le Périgord noir, la truffe, c'est très, très important. Et dans le marché de Saint-Albert, j'ai des bons copains qui m'ont dit de plus en plus, on a des ennuis avec les truffes, des truffes chinoises
qui se mélangent avec les truffes, les vraies truffes de Périgord. C'est le Et départ. ça, c'est un Ça. problème, oui. Ça, donc, ça m'a donné l'idée de créer cette histoire-là. Et alors, le deuxième dans la série, c'était au sujet du vin. Et le prochain, le quatrième, pour l'année prochaine, au sujet de foie gras. Donc, il y a toujours un thème gastronomique. Parce que c'est la France. Ah, mais il y a aussi autre chose, c'est que bon, il faut dire, c'est un roman noir, il y a une mort violente dans le livre. D'ailleurs, c'est un personnage assez sympathique qu'on a le temps de découvrir et ensuite on le retrouve mort. Et ses amis fabriquent une recette pour... c'est un chasseur et ses amis chasseurs, Kassair, fabriquent une formidable recette pour lui. En fait, et là, vous racontez la recette. Alors là, on est au cœur de la gastronomie. Hein. Là, non, mais vraiment, on est dans la cuisine. On sent les odeurs. C'est très, très bien décrit. Oui. Vous la faites vous-même, cette recette? Oui, oui. Oui. Je l'ai fait moi-même et je viens de publier un livre de cuisine. Oui. J'ai des bons copains qui sont des chasseurs ici dans la région. Et quand on est mort, c'est la tradition qu'on fait un repas avec le dernier bête, avec le dernier gibier qu'il a tué. Et donc, j'ai pris cette tradition pour le roman, avec un repas, avec le gibier, les truffes, et puis aussi une crème brûlée aux truffes que j'ai découvert au Bug. C'est un repas extraordinaire, la crème brûlée aux truffes, je ne dis pas. Il faut commencer avec 5 litres de crème, 2 douzaines d'œufs, et puis on continue. C'est quelque chose. Hein. Je vous remercie, Martine. Voilà. Alors, on va passer à un autre polar qui est pas très loin de l'Écosse, qui est en Normandie. Hein. Finalement, hein, Guillaume le Conquérant était un Normand. Tout ça, c'est lié, n'est-ce pas? Hein, bon, 1066, c'est ça? Ah. Très bel enchaînement. Donc, avec la crème était presque parfaite. Alors, je ne vais pas vous mentir, votre éditeur m'a envoyé le livre un peu tard. Je n'ai pas eu le temps de vraiment le lire, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, je ne vais pas faire semblant de l'avoir lu. C'est très honnête de votre part. Alors, Voilà. on va en parler. Alors, on va en parler. Par contre, j'ai eu le temps de regarder la couverture. Alors, sur la couverture, qu'est-ce que je vois? Je vois la crème était presque parfaite. Donc, un titre avec jeu de mots dans la tradition des romans noirs. Hein. Oui. Je vois qu'il y a 2 auteurs, Noël Balin et Vanessa Barrault. Je vois qu'il y a un sous-titre, Crime gourmand, qui fait penser à Thomas de Quincey, notre Écossais, de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Hein. Là, on se retrouve avec des crimes gourmands. Donc c'est le nom de la série. C'est le nom de la Voilà. série. On se retrouve. Et il s'agit du 2e volume. Je vais laisser la parole à Vanessa. Oui, Vanessa. Alors, qui fait quoi? On fait tout, tous les deux. C'est un partage qui est très, très équitable. On a débuté cette série en avril dernier. Donc notre héroïne, c'est une héroïne récurrente, c'est une critique gastronomique qui va parcourir la France. Alors on a commencé par Lyon, avec les bouchons lyonnais. Dans ce volume-là, on est en Normandie. Normandie, hein. Et donc elle est accompagnée d'un photographe. Et quand elle va faire ses reportages, il va y avoir, comme dans la vie, des meurtres. Et c'est sa connaissance du milieu, sa connaissance des recettes, son palais, qui va lui permettre de découvrir qui est le coupable à chaque fois. Donc l'intrigue est une intrigue policière, mais sans policier, avec une critique journaliste qui enquête. Alors, ce qu'on voit d'autre sur la couverture, c'est que c'est louche. C'est une histoire louche. C'est une histoire où il y a énormément de ressorts pas très nets sur la société française. Hein. C'est un roman noir. Hein. On n'est pas, c'est pas, Oui, c'est un roman noir, mais drôle. L'humour est partout. Alors voilà, il y a une légèreté. On est quand même dans le milieu de la presse. On voulait quelque chose d'un peu vivant, un peu léger. Et en même temps, bien sûr, il y a des morts et il y a plein de raisons de tuer. Et en même temps, il n'y a aucune raison de tuer. Donc on a beaucoup de coupables. Et on va vraiment aller voir toutes les possibilités avec toutes les histoires de corruption, de jalousie, de trahison, tout ce qui peut motiver un crime. Et on va découvrir à la fin, évidemment, qui est l'auteur. Alors la crème, c'est pas la crème brûlée de Martin Walker, hein, c'est la crème normande. C'est la crème fraîche. C'est la crème fraîche. La crème fraîche d'Isigny. Et... La crème qui donne cet onctueux à la cuisine française, hein, souvent, qui a disparu, qui revient un peu, hein, la crème. Hein, oui, puis en Normandie, il y a une vraie tradition, la crème fraîche et la pomme. On ne peut pas passer à côté. Alors, il y a tous les produits de la mer aussi.
mais c'est devenu un petit peu compliqué. On est vraiment parti sur la crème fraîche et la pomme avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Et une spécificité dans ce roman qui est un hommage très clair au romancier normand, dont Marcel Proust. Qui n'était pas normand. Mais qui a passé beaucoup de temps à Cabourg, Absolument. dans la Normandie, qui a aimé la Normandie. Alors, il y a Je vais te laisser en parler un petit peu. Il y a des clins d'œil à Flaubert. Oui, on va vous donner une clé que n'ont pas vu tous les critiques, mais vous en avez parlé Je aussitôt. parle les gens, je parle pas aux gens. Et il nous a dit Mais moi, je suis pas effectivement, de télé, tous donc les personnages ont des noms, les prénoms et les noms de personnages de Maupassant. Aussi bien les flics que les victimes, que les gens du terroir. Et on s'est amusé à prendre tous les noms et prénoms des personnages des contes normands de Maupassant. Il y a un personnage aussi qui bâtit une carte de restaurant, qui va créer un restaurant. C'est un Parisien qui a décidé de s'extraire de la ville et de s'installer en Normandie à partir de toutes les recettes trouvées dans la recherche du temps perdu. Et le village dans lequel est commise cette forfaiture s'appelle Yonville, qui n'est autre que le village imaginaire que Flaubert a donné pour le cadre d'Emma Bovary. Donc nous sommes vraiment dans toute la mythologie littéraire normande. Et avant, nous avions travaillé sur la mythologie lyonnaise, parce que le premier roman de la série Crime Gourmand s'appelle Petit meurtre à l'étouffée. Et nous sommes dans la tradition des mers de Lyon et dans tout ce que cela évoque de nostalgie, de mémoire, de mélancolie, parce que tous les gens qui parlent de cuisine parlent de leur maman, de leur grand-mère. Et il y a toujours un attachement à la fois au patrimoine familial et également à l'histoire régionale, à la petite et à la grande histoire. Donc cette collection, elle est allée à Lyon, elle est allée en Normandie, elle va aller à Paris, dans le 3e volume qui sort au mois de février, parce qu'on oublie toujours de dire que finalement Paris est la ville la plus étoilée de France et le plus grand marché du monde, si l'on pense à Rungis et au petit marché parisien. Et le 4e se passera ici en Périgord, ça s'appellera Mortel fricassé. Alors peut-être que notre personnage féminin va rencontrer le personnage éminemment masculin de Martine, mais peut-être qu'ils vont se croiser au détour de la Dordogne. Alors on ne parlera pas de la truffe, curieusement. Non, on n'ira pas sur vos terrains, parce qu'on sait qu'en général les terrains sont très marqués et très jalousés. Nous, on va sur vraiment le champignon, c'est-à-dire la réalité de ce que c'est que la cueillette, du sève, etc. Donc on vous donne rendez-vous avant l'été pour Mortel fricassé en Périgord. Voilà. C'est assez marrant cette introduction de Marcel Proust dans le polar. Je ne sais pas s'il y a eu des précédents. Je ne sais pas. Non. Je n'ai pas le souvenir, mais en même temps, il y a tellement de livres. Ouais, c'est assez rigolo parce que c'est tellement, disons, détaché, à la fois proche et détaché. C'est assez. En tout cas, vous êtes un des premiers journalistes à l'avoir vu. Et ça nous a touchés parce que finalement, on parle de. Vous savez, il y a des gens qui sont très pontifiants dès qu'il s'agit de parler de l'art de vivre. Le vin, c'est très compliqué. Moi, je suis par ailleurs auteur d'une autre série en binôme avec Jean Pirallo qui s'appelle Le sang de la vigne. On a écrit 23 romans de cette série qui est portée à l'écran. Et il se trouve que le vin fait peur parce que tout d'un coup, ça devient savant, presque technologique. Et la gastronomie, ça devient aussi finalement une chasse gardée qui est réservée aux alchimistes, aux grands artistes. Et nous, on a voulu rendre ça avec Vanessa extrêmement ludique, léger, plaisant, facile à vivre. Et Proust, on s'est aperçu aussi que c'était un auteur qui n'était pas forcément somnifère, mais qui était vraiment drôle et qui était inscrit dans la vie. Donc on a voulu l'inscrire aussi parce que dans la bouffe, c'est-à-dire dans la réalité et dans le plaisir. Voilà. C'est vrai qu'on ne dit pas assez, Marcel Proust, c'est un auteur tordant, comme il dit. Il est assez drôle. Voilà. Il est très drôle, oui. Bon, je vous remercie. Alors, on ne va pas raconter l'histoire, hein, non, mais ça sert à rien. Non, même pas le début d'ailleurs. Non. C'est une histoire, ouais, même pas le début. Ouais, c'est très difficile de raconter, de dévoiler finalement. Mais on peut dire que cette journaliste, elle est quand même assez. D'ailleurs, elle rappelle un peu l'univers des bandes dessinées de Corberan, hein, un côté, surtout dans In Vino Veritas, où on a c'est dans Bodega. Oui, c'est dans Bodega, où une journaliste se retrouve en train d'enquêter sur une histoire. Alors là, on peut raconter le début de Bodega, s'il vous plaît. Vous pouvez le raconter Oui. Tu l'as pas lu non plus? Si, je l'ai lu. Je lis que Proust, moi.
Oui, Bodegas, le micro marche bien? Bon, formidable. Dans Bodegas, en fait, ça commence par une dégustation à l'aveugle. Donc, une dégustation à l'aveugle, c'est quelques personnes qui sont des spécialistes du vin, des journalistes, des sommeliers, qui se réunissent et qui vont déguster des vins pour nommer celui qu'ils préfèrent, mais sans connaître d'où vient le vin, sans voir l'étiquette, sans savoir de quel terroir il s'agit, etc. Donc c'est un exercice purement gustatif et a priori très très objectif, puisque c'est leur palais, leur langue par rapport à ce qu'il y a dans leur verre. Dans Bodegas, le démarrage commence par la découverte d'un vin dont personne n'avait jamais entendu parler et qui arrive premier de ce concours. Et puis évidemment, il y a des journalistes dans la salle et les journalistes veulent savoir qui est l'auteur de ce vin, qui l'a fabriqué, de quel domaine il vient et surtout quel est le secret du propriétaire, le secret du vigneron. Et ce vigneron reste aux abonnés absents. Ce vigneron ne se manifeste pas. Ce vigneron brouille les cartes. Ce vigneron ne veut pas rencontrer ni les photographes, ne veut pas rencontrer les journalistes, ne veut parler à personne. Et quelques années plus tard, justement, une jeune journaliste, jolie puisqu'on est dans la bande dessinée, une jeune journaliste décide de reprendre l'enquête en main et d'essayer de percer le mystère de ce vin mystérieux qui s'appelle, en espagnol, El ausente, qui veut dire l'absent. Voilà. Donc un mystère. Tout le monde dort, ça va. Donc un mystère, une absence. Et cette journaliste qui est bien délurée quand même. Hein. Elle n'hésite pas à violation de domicile avec effraction. C'est quand même pas mal pour un début. Elle a son elle a son caractère. Elle est plutôt dynamique. Elle est aussi jeune. Elle est très très jeune. Donc elle a envie de prouver. Qu'elle est capable de faire des choses. Elle a envie de prouver à son rédacteur en chef surtout qu'il faut qu'il l'embauche. Donc elle veut réussir cette enquête et elle met tous les moyens en œuvre pour y arriver. Et notamment, elle passe au-delà des interdits, c'est-à-dire qu'elle fracture des portes et elle va pénétrer le domaine de l'absent. Mais je rejoins ce que dit Noël et ce que disent Noël et Vanessa, dans le sens où le vin, pour moi, ce n'est pas non plus un terrain sacré, et l'humour a totalement sa place, même si ce que je raconte est très respectueux des producteurs et des vignerons et de ceux qui font, des acteurs de la filière du vin. Un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté est le bienvenu, parce que ce qu'il y a de pire, c'est de se retrouver dans un repas où quelqu'un pontifie autour d'un vin, et alors là tout le monde est tétanisé, plus personne ne sait quoi dire, puisqu'il va falloir penser ceci, penser cela, goûter ci, goûter ça. Moi, ça m'a toujours tétanisé, ouais. Ça continue à me terroriser, sauf qu'aujourd'hui j'ai 2-3 moyens pour lui dire de fermer son clapet. Oui, mais Eric, est-ce que tu as déjà vécu cette scène terrible où, comme on sait que tu as écrit des scénarios de bande dessinée sur le vin, on me demande ce que j'en pense. J'ai fait 23 volumes sur le sang de la vigne, et les gens, quand ils vous invitent à dîner, ils vous disent: pour le vin, on ne savait pas trop quoi faire. Et ils n'osent pas. Alors tout d'un coup, on est sanctifié. Vous savez, on arrive avec l'auréole. Moi, je ne suis pas œnologue. Je suis un amateur comme tout le monde. Et tout d'un coup, on est sacralisé. On dit, tu sais, si c'est une petite bouteille à 3-4 euros, ça me va très bien, quoi. Voilà. Et ça fait peur aux gens, le vin. Curieusement, quand avec Vanessa, on arrive avec l'idée qu'on travaille sur la gastronomie, tout le monde est rassuré, parce que tout le monde mange, tout le monde a son mot à dire sur ce qu'est le plaisir de la table. Et tout d'un coup, c'est beaucoup plus à l'aise. Et le vin, c'est curieux, comme ça, c'est effrayant. Ici en Périgord, c'est très très facile. C'est le Bergerac sec pour le blanc, c'est le Bergerac rouge pour le rouge et le Montbazillac. Donc, et justement, et ça c'est très bien d'en parler, parce que souvent des vins dont on parle peu, bon, bien sûr, ils sont victimes de l'Aquitaine, c'est-à-dire de la présence de l'Empire à côté, bordelais. Mais c'est bien de les mettre en valeur. C'est très important. Mais ici, dans le Périgord, on sait bien que les vins de Bergerac sont les meilleurs rapports qualité-prix du monde maintenant. Hein. Vraiment, c'est comme ça. Je pense qu'il est encore plus périgourdin que la plupart d'entre vous. Hein.
Ça y est, il est contaminé. Et alors, l'idée du rapport qualité-prix, c'est très important. Parce que quand on parle de vin, je ne sais pas si Éric Corbeyran l'a vécu aussi, c'est difficile de ne pas parler des grands vins qui font rêver, ceux qu'on met en vitrine, un peu comme des étiquettes de luxe qui sont des drapeaux, quoi, des étendards que l'on porte. Et tout d'un coup, les gens rêvent, mais personne ne les boit. Et parce que c'est hors de prix, parce que les Français n'ont pas les moyens de boire les vins de leur pays, parce qu'ils partent à l'export, et parce que c'est du rêve, rien d'autre. Il faut toujours ramener à la vraie vérité des gens, c'est-à-dire la bouteille que nous tous, nous pouvons nous offrir. Et là, on devient intéressant dans le rapport à la relation directe qu'on crée avec nos lecteurs. C'est-à-dire le vin, il existe autour de nous et on peut quand même encore en profiter, en avoir le plaisir. Martine, ça boit sec aussi dans votre roman, hein. C'est des chasseurs. Le matin, ça leur arrive de s'envoyer une petite gnôle, comme on dit, à jeun. Hein, avant de partir dans les bois. C'est une habitude que vous avez constatée, ou c'est quelque chose que vous pratiquez, ou c'est une invention? Oui, ce que j'ai écrit au sujet des chasseurs et au sujet des morts dans les bois, c'est quelque chose que je connais. C'est qu'on fait la chasse. Le matin, on prend le casse-croûte, et dans le Périgord, la casse-croûte, ça c'est assez généreux. Il faut des beefsteaks, il faut du canard, il faut de pâté, de rillettes, il faut de bon vin, il faut des œufs brouillés. Mais c'est normal pour les chasseurs de Périgord. Et donc, en effet, parce que je suis ancien journaliste, ce que j'ai écrit, c'est une petite partie livre de cuisine, une petite partie polar, mais petite partie livre de voyage en Périgord. Mais aussi, c'est un documentaire de la vie de Périgord que j'ai appris de mes voisins, de mes amis ici. Et je me trouve très heureux de l'avoir trouvé. Quels sont les auteurs de romans noirs, vos auteurs de prédilection qui vous ont influencé, que vous avez adoré très vite? Alors, moi, j'aime bien Fred Vargas. Fred Vargas, oui. Fred Vargas, très doué. Parce que je suis écossais, j'aime bien Ian Rankin, qui est magnifique. J'adore les anciens maîtres américains, Raymond Chandler. Mais surtout, pour moi, toujours le maître, c'est Sherlock Holmes. Oui. C'est lui l'original. Hein. Absolument. Et donc, pour moi, je me rappelle, c'était mon grand-père qui m'a donné le premier Sherlock Holmes. J'avais 8 ans, j'étais fasciné et j'avais toujours voulu écrire des polars à cause de ça. Et heureusement, dans le Périgord, j'ai trouvé le clé pour ouvrir cette possibilité. Et vous, Vanessa, vos maîtres du polar, du roman noir? Alors, si on mélange tous les continents et toutes les époques, les vivants, les morts, il y a la grande dame, hein, il y a Agatha, je crois qu'elle a posé pas mal de choses. Aux États-Unis, j'aime beaucoup Caleb Kear, avec notamment l'aliéniste et sa vision de New York. En français, Manchette. Et puis Jean-Patrick Manchette. Jean-Patrick Manchette, et on en parlait avec Eric, Marcus Malt, qui est un vrai styliste. Et voilà, les quatre préférés. Noël? Alors je rejoins à la fois Martine et Vanessa, parce que tous ces gens qu'ils ont cités, moi, Conan Doyle, ça m'a vraiment marqué quand j'étais môme. Je ne l'ai pas lu dans la langue originelle, évidemment, mais ça m'a marqué. Agatha, évidemment. D'ailleurs, je suis très marqué par les auteurs de suspense. Mais j'aime énormément Simenon, parce que c'est un auteur immense, aussi bien en noir qu'en blanche. J'aime beaucoup Chester Himes, parce que j'aime la culture noire américaine et le jazz. Et puis pour les gens vivants qui sont héritiers de Manchette, j'aime beaucoup aussi Marcus Malt, parce que c'est un auteur français qui a une 40aine d'années. Et je suis pour soutenir les auteurs tant qu'ils sont vivants, parce que la gloire posthume, ils s'en foutent un peu. Et donc, Marcus Malt est un type bien, voilà. Eric? Ouais, je suis ébloui. Moi, je citerai 2 auteurs qui me viennent à l'esprit, qui font de la bande dessinée. Pour moi, un des maîtres du polar en bande dessinée, c'est Jacques Tardy, qui a énormément adapté Léo Mallet. Et je pense à un autre auteur qui est un de mes amis, qui est à mon avis l'écrivain de bande dessinée, de polar d'aujourd'hui et de demain, qui est Mats, qui a écrit la série Le Tueur. Le Tueur. Et voilà, donc c'est les 2 que je voudrais citer. Après, pardonnez-moi de citer mon grand maître à moi, qui est américain et auteur de romans noirs, qui est James Ellroy.
James Ellroy. Très bien, ben, c'est une magnifique brochette, hein, il y a de quoi lire. Hein. Alors commençons par nos auteurs. Hein, la crème était presque parfaite avec Vanessa Barraud, Noël Balin, Martin Walker, Noir Diamant, Bodega et In Vino Veritas. Scénario d'Éric Corberan. Je vous remercie, messieurs, dames, merci. Merci pour votre attention.